Je suis Bob Kringley. Il y a 16 ans, lorsque je réalisais ma série télévisée Triumph of the Nerds, j'ai interviewé Steve Jobs. C'était en 1995. 10 ans plus tôt, Steve avait quitté Apple après une lutte difficile avec John Sculley, le PDG qu'il avait lui-même amené dans l'entreprise. Au moment de notre interview, Steve dirigeait Next, la société informatique de niche qu'il avait fondée après avoir quitté Apple. Nous ne savions pas à l'époque que dans les 18 mois suivants, il vendrait Next à Apple, et 6 mois plus tard, il serait de nouveau aux commandes de l'entreprise. La façon dont fonctionne la télévision fait que nous n'avons utilisé qu'une partie de cette interview dans la série, et pendant des années, nous pensions que l'enregistrement était perdu à jamais, car la bande maîtresse avait disparu lors d'un envoi de Londres aux États-Unis dans les années 90. Le réalisateur de la série, Paul Sen, a retrouvé une copie VHS de cette interview dans son garage. Il existe très peu d'interviews télévisées de Steve Jobs, et presque aucune n'est bonne. Elle montre rarement le charisme, la sincérité et la vision que révèle cette interview. Et donc, pour honorer cet homme incroyable, voici cette interview dans son intégralité. La plupart de ce contenu n'a jamais été vu auparavant. Alors, comment vous êtes-vous impliqué dans les ordinateurs personnels? Eh bien, j'ai découvert mon premier ordinateur quand j'avais environ 10 ou 11 ans. Il est difficile de se souvenir de cette époque maintenant, mais je suis un fossile, un vieux fossile aujourd'hui. Donc, quand j'avais 10 ou 11 ans, il y a environ 30 ans, personne n'avait jamais vu d'ordinateur. À cette époque, les gens en voyaient seulement dans des films et c'était ces grandes machines avec des fils partout. Pour une raison quelconque, les gens étaient fascinés par les lecteurs de bande comme s'ils représentaient l'essence même de l'ordinateur ou par les lumières clignotantes. Ainsi, personne n'avait jamais vu de vrais ordinateurs. C'étaient des objets mystérieux et puissants qui faisaient quelque chose en arrière-plan. Donc, en voir un et avoir la chance de l'utiliser était un vrai privilège à l'époque. Je suis allé au centre de recherche AMS de la NASA ici et j'ai pu utiliser un terminal en partage de temps. Je n'ai pas vu l'ordinateur lui-même, mais un terminal, et à l'époque, c'était très primitif. Il n'existait pas d'ordinateur avec un écran graphique. C'était littéralement une imprimante téléscripteur avec un clavier. Vous tapiez des commandes, vous attendiez un moment, puis la machine imprimait et vous donnait une réponse. Mais même avec ça, c'était tout de même incroyable, surtout pour un enfant de 10 ans. Le fait que vous pouviez écrire un programme en BASIC, par exemple, ou en Fortran, et que cette machine prenne votre idée et exécute votre idée pour ensuite vous donner des résultats. Et si les résultats correspondaient à vos prédictions, cela signifiait que votre programme fonctionnait réellement. C'était une expérience incroyablement excitante. J'ai donc été très captivé par l'informatique. Mais l'ordinateur restait un peu mystérieux pour moi parce qu'il était à l'autre bout de ce fil et j'avais jamais vraiment vu l'ordinateur en lui-même. Ensuite, j'ai eu des visites guidées d'ordinateurs, j'ai vu l'intérieur de ceux-ci, puis j'ai fait partie de ce groupe chez Hewlett-Packard. Quand j'avais 12 ans, j'ai appelé Bill Hewlett, qui était à la tête de Hewlett-Packard à l'époque. Encore une fois, cela me vieillit, mais il n'y avait pas de numéro de téléphone confidentiel à l'époque. Donc j'ai simplement pris l'annuaire et cherché son nom. Il a répondu au téléphone et je lui ai dit « Bonjour, je m'appelle Steve Jobs. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai 12 ans et je construis un fréquence-mètre. J'aurais besoin de pièces détachées. » Il a discuté avec moi pendant environ 20 minutes. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. Non seulement il m'a donné les pièces, mais il m'a aussi offert un travail cet été-là chez Hewlett-Packard. J'avais alors 12 ans. Cela a eu une influence remarquable sur moi. Hewlett-Packard était la seule entreprise que j'avais jamais vue à cet âge. Et cela a façonné ma vision de ce qu'était une entreprise et de la manière dont elle traitait ses employés. À cette époque, ils n'étaient pas encore conscients des problèmes de cholestérol, mais ils avaient l'habitude de faire passer un grand chariot rempli de beignets et de café à 10 heures tous les matins, et tout le monde prenait une pause café. La pause donuts et des petites choses comme ça montrait clairement que l'entreprise reconnaissait que sa véritable valeur résidait dans ses employés. Bref,
Tout cela a évolué avec Hewlett-Packard et j'ai commencé à me rendre à leur centre de recherche à Palo Alto tous les mardis soirs avec un petit groupe de personnes pour rencontrer certains de leurs chercheurs. Et c'est là que j'ai vu le tout premier ordinateur de bureau jamais conçu, le Hewlett-Packard 9100. Il était de la taille d'une valise, mais il avait un petit écran à tube cathodique intégré. C'était une machine totalement autonome, sans câble la reliant à quoi que ce soit derrière un rideau. Et je suis tombé amoureux de cette machine. On pouvait la programmer en BASIC et en APL. Et pendant des heures, je me rendais chez Hewlett-Packard juste pour rester à côté de cette machine et écrire des programmes. C'est à cette époque que j'ai aussi rencontré Steve Wozniak. Peut-être un peu plus tôt, vers mes 14 ou 15 ans. Nous sommes immédiatement devenus amis. C'était la première personne que je rencontrais qui en savait plus sur l'électronique que moi. Je l'aimais beaucoup. Il avait environ 5 ans de plus que moi et il avait déjà été à l'université avant d'en être renvoyé pour avoir fait des blagues. Il vivait chez ses parents tout en étudiant dans une école locale. Nous sommes devenus de bons amis et avons commencé à travailler sur des projets ensemble. Nous avions lu une histoire dans le magazine Esquire sur un type appelé Captain Crunch, qui aurait trouvé un moyen de passer des appels téléphoniques gratuits. Vous en avez probablement entendu parler, et nous étions captivés. Comment quelqu'un pouvait-il faire cela? Nous pensions que c'était sûrement une blague. Nous avons donc commencé à chercher dans les bibliothèques les tonalités secrètes qui permettaient de réaliser cet exploit. Un soir, nous étions au centre d'accélération linéaire de Stanford, dans la section technique de leur bibliothèque. Tout au fond, sur l'étagère du bas, nous avons trouvé un journal technique d'AT&T qui expliquait tout en détail. Je n'oublierai jamais ce moment. En le lisant, nous avons réalisé que tout cela était réel. Nous nous sommes donc mis à construire un appareil pour générer ces tonalités. En gros, lorsque vous passiez un appel longue distance, vous entendiez en arrière-plan des sons qui ressemblaient aux tonalités que vous pouvez produire avec votre téléphone. Mais il s'agissait en fait de fréquences différentes que vous ne pouviez pas reproduire facilement. Ces sons étaient en fait les signaux que les ordinateurs téléphoniques utilisaient pour communiquer entre eux. AT&T avait fait une erreur fatale en concevant son premier réseau téléphonique numérique. Ils avaient placé les signaux de commande dans la même bande que celle de la voix humaine. Cela signifiait que si vous pouviez générer les mêmes signaux, vous pouviez littéralement tromper tout le réseau téléphonique AT&T en lui faisant croire que vous étiez un ordinateur de leur réseau. Après environ 3 semaines, nous avons réussi à construire une boîte qui fonctionnait. Je me souviens du premier appel que nous avons passé, c'était à Los Angeles, chez l'un des proches de Wozniak, à Pasadena. Nous avons composé le mauvais numéro et réveillé quelqu'un en pleine nuit en criant « Vous ne comprenez pas ?» On a passé cet appel gratuitement. La personne n'a pas vraiment apprécié, mais pour nous, c'était miraculeux. Nous avons continué à construire ces petites boîtes appelées Blue Boxes. Notre logo était « Il a le monde entier dans ses mains » et elles fonctionnaient. Nous avions construit les meilleures Blue Box du monde, entièrement numériques, sans aucun réglage manuel. On pouvait se rendre à une cabine téléphonique et se connecter à une ligne à White Plains, puis prendre un satellite vers l'Europe, puis aller en Turquie et revenir par un câble jusqu'à Atlanta. Vous pouviez littéralement faire le tour du monde 5 ou 6 fois. Nous avions appris tous les codes pour accéder aux satellites et autres. Ensuite, vous pouviez appeler la cabine téléphonique d'à côté. Vous criez dans le téléphone et après 1 minute, le son ressortait de l'autre côté. C'était absolument miraculeux. Vous pourriez vous demander, qu'est-ce qui est si intéressant là-dedans? Ce qui est fascinant, c'est que nous étions jeunes. Et ce que nous avons appris, c'est que nous pouvions construire quelque chose nous-mêmes qui pouvait contrôler des milliards de dollars d'infrastructures dans le monde. C'est ce que nous avons découvert. Nous étions seulement 2, et même si nous ne savions pas grand-chose, nous pouvions créer une petite chose capable de contrôler une énorme infrastructure. C'était une leçon incroyable. Je ne pense pas qu'il y aurait eu un jour un ordinateur Apple sans l'expérience des Blue Box. That could control a giant thing. And that was an incredible lesson. I don't think there would have ever been an Apple computer had there not been. Vous avez mentionné que vous avez appelé le pape. Oui, nous avons effectivement appelé le pape. Nous avons fait semblant d'être Henry Kissinger et nous avons obtenu le numéro du Vatican. Nous avons appelé et ils ont commencé à réveiller des gens dans la hiérarchie, des cardinaux, des responsables, et ils ont même envoyé quelqu'un réveiller le pape. Finalement, nous avons éclaté de rire. Et ils ont compris que nous n'étions pas Henry Kissinger. Alors, nous n'avons jamais parlé au pape. Mais c'était très amusant.
Alors, comment êtes-vous passé des Blue Box aux ordinateurs personnels? Qu'est-ce qui a déclenché cela? Eh bien, c'était par nécessité. À l'époque, il y avait des ordinateurs en temps partagé disponibles et il y avait une entreprise de temps partagé à Mountain View où nous pouvions avoir du temps gratuit sur leur machine. Mais il nous fallait un terminal et nous ne pouvions pas nous en offrir un. Nous l'avons donc conçu et construit nous-mêmes. C'était notre première réalisation. Nous avons construit ce terminal. Et ce que l'Apple Ein représentait vraiment, c'était une extension de ce terminal avec un microprocesseur intégré à l'arrière. C'était vraiment comme deux projets séparés mis ensemble. D'abord, le terminal, puis l'Apple Ein. Nous l'avons construit pour nous-mêmes, car nous n'avions pas les moyens d'acheter quoi que ce soit. Nous avons récupéré des pièces ici et alors nous avons pensé que si nous pouvions fabriquer un circuit imprimé, une sorte de carte en fibre de verre avec des connexions en cuivre des deux côtés, on pourrait construire un Apple I en quelques heures au lieu de 40 heures. Si nous avions juste une de ces cartes, nous pourrions les vendre à nos amis au prix de fabrication, récupérer notre argent et tout le monde serait content et nous aurions à nouveau du temps pour nous. Nous avons donc fait ça. J'ai vendu mon minibus Volkswagen et Steve a vendu sa calculatrice. Nous avons obtenu assez d'argent pour payer un ami afin de concevoir le modèle du circuit imprimé. Nous avons fabriqué quelques cartes et nous en avons vendu à nos amis. Je cherchais à vendre le reste pour récupérer notre bus et notre calculatrice. Je suis entré dans le premier magasin d'informatique au monde, le Byte Shop de Mountain View sur El Camino. C'était un magasin d'informatique à l'époque, mais quelques années plus tard, il est devenu un magasin pour adultes. Le propriétaire, Paul Terrell, m'a dit « Je vous en prends 50 ». Je me suis dit que c'était génial. Mais il a ajouté « Je les veux entièrement assemblés ». Nous n'avions jamais pensé à cela auparavant. Nous avons donc réfléchi et nous nous sommes dit « Pourquoi pas ?» J'ai passé les jours suivants au téléphone avec des distributeurs de pièces électroniques. Nous ne savions pas vraiment ce que nous faisions. Nous avons commandé 100 ensembles de pièces pour construire 50 ordinateurs, les vendre au Byte Shop au double du prix de fabrication, et ainsi financer les 50 restants pour faire du profit. Nous avons réussi à convaincre les distributeurs de nous livrer les pièces avec un crédit de 30 jours. Nous ne savions même pas ce que cela signifiait, mais nous avons signé. Nous avons donc eu 30 jours pour les payer. Nous avons acheté les pièces, construit les produits et vendu 50 unités au Byte Shop de Palo Alto. Nous avons été payés au bout de 29 jours, puis nous avons réglé les fournisseurs au 30e jour, et ainsi nous étions en affaires. Cependant, nous avions un problème classique. Notre profit n'était pas sous forme liquide, mais sous forme de 50 ordinateurs empilés dans un coin. Alors, nous avons dû penser à la distribution. Y avait-il d'autres magasins d'informatique? Nous avons commencé à appeler ceux que nous connaissions à travers le pays, et c'est ainsi que nous avons vraiment lancé notre entreprise. La troisième personne clé dans la création d'Apple était Mike Markula, ancien cadre chez Intel. Je demande à Steve comment il a rejoint l'aventure. Nous étions en train de concevoir l'Apple II et nous avions des ambitions bien plus grandes pour cette machine. Les ambitions de Wozniak étaient d'ajouter des graphiques en couleur. Quant à moi, j'avais réalisé que, bien qu'il y ait de nombreux passionnés de matériel qui pouvaient assembler leur propre ordinateur, ou du moins utiliser notre carte, ajouter les transformateurs pour l'alimentation, le boîtier, le clavier et tout le reste. Pour chaque personne capable de faire cela, il y en avait des milliers d'autres qui ne pouvaient pas, mais qui voulaient s'amuser avec la programmation. Tout comme moi quand j'avais 10 ans et que je découvrais l'informatique. Mon rêve pour l'Apple II était de vendre le premier véritable ordinateur personnel prêt à l'emploi, où il n'était pas nécessaire d'être un passionné de matériel. En combinant ces deux rêves, nous avons conçu le produit. J'ai trouvé un designer, nous avons conçu l'emballage et nous voulions le fabriquer en plastique. Tout était prêt. Mais nous avions besoin d'argent pour mouler le boîtier et autres éléments. Il nous fallait quelques centaines de milliers de dollars, bien au-delà de nos moyens. J'ai donc cherché du capital risque et je suis tombé sur un investisseur nommé Don Valentine, qui est venu dans notre garage. Il a ensuite dit que je ressemblais à un renégat de l'espèce humaine. C'était sa citation célèbre. Il n'a pas voulu investir, mais il nous a recommandé à quelques personnes. L'une de ces personnes était Mike Markula. Je l'ai appelé et Mike est venu nous voir. Il avait pris sa retraite à 30 ou 31 ans après avoir travaillé chez Intel. Il avait reçu un peu d'actions et avec ses stock options, il avait gagné environ $1 million, ce qui était beaucoup à l'époque. Il investissait dans des projets de pétrole et de gaz et restait principalement chez lui. Il commençait à avoir envie de se lancer dans autre chose. Mike et moi avons tout de suite accroché et après quelques semaines, il a dit qu'il était prêt à investir. Mais nous lui avons dit que nous ne voulions pas seulement son argent, nous voulions lui. Nous avons réussi à convaincre Mike de se joindre à nous en tant que partenaire à part entière. Mike a investi de l'argent et aussi de son temps. Ensemble, nous avons finalisé la conception de l'Apple II et lancé la production. Nous l'avons annoncé quelques mois plus tard à la West Coast Computer Fair. C'était comment? C'était génial. À l'époque, la West Coast Computer Fair était petite, mais pour nous, elle paraissait immense. Nous avions un stand fantastique avec une télévision projecteur montrant l'Apple II et ses graphismes. Aujourd'hui, ils paraissent rudimentaires, mais à l'époque, c'étaient les graphismes les plus avancés sur un ordinateur personnel.
D'après mes souvenirs, nous avons volé la vedette et beaucoup de revendeurs et de distributeurs se sont alignés pour travailler avec nous. C'est ainsi que nous avons lancé notre activité.